La majorité politique, tous les partis au pouvoir la veulent, mais est-ce pour leur bien ou pour celui des citoyens? Avec Alain Reyes, Victor Enriquez, Maude Goyer et Déborah Cher-Enfant, c'est parti pour 30 minutes de débat. Ça fait quoi? Ça va faire bientôt un an, là, dans quelques jours, que Mark Carney se faisait officiellement élire pour diriger le pays. Les libéraux obtenaient ainsi un 4e mandat consécutif à quelques députés près d'une majorité. Une majorité qu'ils viennent tout juste, en fait, d'obtenir, là, les libéraux, ce soir, grâce aux résultats obtenus dans 2 des 3 élections partielles organisées. Il y a toujours là, un décompte qui se poursuit au cours des prochaines heures. Mais il n'y a pas que ces résultats là, qui permettent à Mark Carney de diriger dorénavant un gouvernement majoritaire. Ce changement de statut a été rendu possible par la valse des transfuges qui s'opère depuis un certain temps à la Chambre des communes. C'est un grand plaisir d'accueillir Marilyn Gladu à l'équipe du gouvernement au caucus libéral. 8 avril 2026, c'est la 5e fois en moins de 5 mois que Mark Carney accueille un nouveau député au sein de son caucus. Depuis novembre, 4 conservateurs et une néo-démocrate ont décidé de changer de camp pour le bien-être, disent-ils, de leurs électeurs. Je représente une grande comté de Acadianapolis. Il y a beaucoup d'enjeux qu'en opposition, je ne pouvais pas vraiment leur aider. Maintenant, peut-être. La dernière fois qu'un gouvernement majoritaire a dirigé le pays, c'était en 2015, lors de l'élection de Justin Trudeau. Sunny ways, my friends, sunny ways. Depuis, le Parti libéral a obtenu 3 mandats, tous minoritaires. Une position qui, en 2022, avait forcé Justin Trudeau à signer un pacte avec le NPD. Aujourd'hui, j'annonce que le Parti libéral a conclu une entente avec le nouveau Parti démocratique afin de produire des résultats dès maintenant. Cet accord permettait à son parti d'obtenir l'appui des députés orange lors des votes de confiance. En échange, il s'était engagé à faire avancer certaines positions néo-démocrates, comme le régime canadien de soins dentaires. Une alliance qui aura duré un peu plus de 2 ans. Justin Trudeau a abandonné les Canadiennes et Canadiens. Hier, j'ai informé le premier ministre que j'avais déchiré l'entente avec les libéraux. Alors, notre question ce soir, un gouvernement majoritaire est-il vraiment à l'avantage de la population ou c'est davantage à son propre avantage? En fait, premier tour de table là-dessus. Alain, qu'est-ce que tu en penses? Le gouvernement majoritaire, c'est pas nécessairement parfait dans tous les cas, mais entre un gouvernement qui peut agir puis un autre qui est obligé toujours de négocier pour livrer la marchandise, je préfère de loin un gouvernement majoritaire. Victor? Stabilité. Stabilité est le mot-clé pour beaucoup d'enjeux, notamment les questions économiques. La prévisibilité, la stabilité, c'est ce qui amène un gouvernement majoritaire. Et rappelons-nous que notre système politique est construit pour le bipartisme, donc construit pour des majorités. Maude? Non, moi, je considère qu'un gouvernement majoritaire, justement, c'est plus stable, c'est peut-être plus efficace, mais ça écoute moins l'opposition et donc une partie de la population. Donc, il y a moins de place au débat, aux nuances et aux compromis. Donc, pour les citoyens, mauvaise chose. Déborah? Moi aussi, je pense que ça peut être bénéfique à la population, mais dans la majorité des cas, je ne pense pas que ce soit à l'avantage des citoyens, entre autres parce qu'une majorité parlementaire ne veut pas dire une majorité populaire. Donc, ça veut dire qu'on peut obtenir une majorité alors qu'on ne représente pas tous les votes de la population. Donc, oui, ça peut être bien pour décider, pour avoir une prévisibilité, pour être efficace. Mais pour moi, je pense que c'est une illusion et ce n'est pas du tout une représentation des besoins de la population. Alors, on a le clan du oui d'un côté, le clan du non de l'autre. Allons voir comment se divisent nos téléspectateurs en ce début d'émission. Alors, 33 des téléspectateurs, des internautes, nous disent penser que oui, un gouvernement majoritaire est avantageux pour la population, alors que 67 croient que non. Alors, on commence ça comme ça. 33 67 Vous n'avez pas encore répondu à la question. On efface ça et on recommence. Alors, quand vous êtes prêts, vous balayez le code QR et vous commentez également par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire sur cette question ce soir. Et je vous rappelle, vous avez vos interrupteurs. Vous ne vous gênez pas pour vous en servir. Alors, d'abord, parlons de ce qui se passe au pays. Puis ce qui se passe ce soir, au moment où on se parle, il y a des décomptes parce qu'il y a toujours une circonscription de ces 3 élections partielles là, où on n'a pas encore les résultats. C'est dans Terrebonne, mais le gouvernement de M. Carney, qui a officiellement obtenu sa majorité aujourd'hui, ça fait 1 an qu'il a été élu, Alain. Il la cherchait, cette majorité,
Pourquoi elle est si importante? Bien, très importante, particulièrement en ce moment, avec tout ce qu'il y a à négocier, avec le travail qu'il y a à faire, assurer une stabilité au pays. Puis c'est assez spécial, puis là, je vais me faire un peu critique, puis je l'ai dit souvent là, par rapport à la population versus les gouvernements qu'on a. Mais tu sais, je comprends les gens quand on voit dans le sondage 1 tiers, 2 tiers de gens qui ne trouvent pas que c'est nécessairement nécessaire. Mais en même temps, il n'y a personne qui veut qu'on retourne en élection. Tout le monde dit on veut que ça reste stable, on veut continuer. Puis à chaque fois qu'il y a une élection partielle, il y a un transfuge, les gens s'offusquent puis ils disent ça coûte cher une élection partielle. Bien, une élection générale, là, ça coûte 1,5 milliard à chaque fois. Et quand on a des gouvernements qui sont minoritaires, on voit que ces gouvernements-là, les élections reviennent très souvent. Donc, pour avoir une certaine stabilité, pour pouvoir gouverner, pour faire avancer les projets, sans toujours être obligé de négocier à la pièce, je pense qu'on a intérêt. Sauf que là, en ce moment, là, M. Carney arrivait quand même à mener sa barque, là, malgré une minorité. Là. Lorsqu'on regarde de façon très générale, oui, mais lorsqu'on regarde de façon plus spécifique le travail qui se fait au Parlement, c'est extrêmement compliqué pour Mark Carney de faire avancer des projets de loi. Pourquoi? Parce que, principalement, l'élément le plus intéressant pour le premier ministre à partir de demain, c'est de pouvoir choisir la composition des comités. En ce moment, le gouvernement libéral est minoritaire sur tous les comités parlementaires, ce qui fait que, ultimement, il a besoin de l'approbation des oppositions pour faire avancer sa législature, faire avancer des projets de loi, faire des consultations, faire des mandats d'initiative, par exemple. Donc, faire discuter le Canada sur les sujets qui intéressent le gouvernement. À partir du moment où il sera majoritaire, il reprendra le contrôle de ces comités-là. Et à ce moment-là, il pourra contrôler quoi? L'agenda des conversations. Et c'est ça l'enjeu. C'est qu'à partir du moment où est-ce qu'on est minoritaire, on est soumis non pas à la démocratie de l'opposition, on est soumis à la manipulation de l'opposition qui recherche les meilleures conditions pour déclencher une élection. Parce que la réalité, c'est laquelle? C'est que lorsqu'il y a un gouvernement minoritaire, il y a toujours un parti en arrière qui attend la moindre occasion pour le faire tomber et non pas pour le faire avancer. Alors, c'est quoi? C'est la joute politique qui prend toute la place au lieu du bien commun? Moi, je pense que c'est confortable, puis on le disait en début de débat, c'est confortable pour les gens qui gouvernent, mais pas pour ceux qui sont gouvernés. Tu sais, je ne sais pas en quoi c'est une mauvaise nouvelle, Victor, qu'on soit obligé de parler avec les autres, puis de trouver un compromis, puis d'avoir une nuance. Mais on peut continuer à décider après quand même. C'est juste que ça ouvre plus la porte à des discussions. Et il y a des gens qui ont voté pour les gens de l'opposition. Et donc, toutes les voix vont être entendues. Moi, je trouve que... c'est drôle. À chaque fois qu'il y a un gouvernement minoritaire, je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant. Je me dis, il va y avoir une sorte d'équilibre, une sorte de balance. On va te montrer comment au niveau démocratique, ça ne tient pas la route. Parce que si on voulait, il faudrait qu'on ait des élections proportionnelles. Et là, j'embarquerais avec cette réflexion-là que vous dites, où dans une élection, moi, je te propose quelque chose. On en parlera tantôt. Parce que ça serait changé. Je pense juste revenir à la base. Parce que en ce moment, là, je veux dire, je comprends. Puis toi, tu as été dans les coulisses, et toi aussi, Victor, mais pas au fédéral, là, mais aussi au fédéral, pardon. Je commence à en perdre des boutons, c'est mais ça reste que pour le public, l'électeur. Quand on a un gouvernement de coalition, on pourrait dire, parce qu'on le voit dans d'autres pays, on a l'impression que ça travaille ensemble. Mais ce ne sont pas des coalitions. Il faut faire attention. Là, je vais te laisser après ça aller sur la question de la proportionnelle. Mais je vous donne un exemple. Lors des derniers mois de gouvernement de Justin Trudeau, les conservateurs ont décidé de bloquer les discussions des comités en Chambre pendant des mois. Le Parlement a arrêté d'avancer. On a arrêté d'adopter des projets de loi. On a arrêté de discuter. On a arrêté de consulter des groupes parce qu'il y avait un blocage total à ce moment-là de conservateurs qui attendaient, dans le fond, une élection à ce moment-là. M. Poilievre, rappelons-le, avait 20 quelques points d'avance. Ce n'est pas vrai que dans un gouvernement minoritaire, il y a une coalition qui se forme. Justement parce qu'on n'a pas un système qui est bâti pour ça. Donc, ce que ça donne, c'est surtout des occasions à un parti qui veut le pouvoir de pouvoir bloquer les travaux. Et ça empêche la démocratie d'avancer parce que c'est une réalité. On l'a vécu dans les années pré-Trudeau, d'ailleurs, au point où M. Trudeau a décidé de proroger parce que ça ne servait absolument à rien de siéger à ce moment-là. Ce que Victor devrait rajouter dans son exemple, c'est que dans les derniers mois de Justin Trudeau, c'est qu'on faisait face à non seulement un gouvernement minoritaire, certes, mais aussi un gouvernement très impopulaire parce que c'était la troisième fois qu'il allait en élection, qu'on savait qu'il était très faible dans les sondages et que, bien évidemment, le Parti conservateur de Pierre Poilievre était en attente, en haleine et voulant, trouvant le pouvoir et cherchant tous les talons d'Achille de Justin Trudeau et de son gouvernement pour faire. Donc, ça n'a pas commencé au début, ça n'a pas commencé non plus à la deuxième élection du gouvernement minoritaire de Justin Trudeau. Donc là, non, on ne parle pas de gouvernement de coalition. Et j'aimerais revenir sur les deux éléments. Je vous ai laissé parler, messieurs. J'espère que vous me rendrez la faveur également. Les deux exemples que messieurs ont donnés tout à l'heure. L'épouvantail par rapport au fait d'un gouvernement majoritaire qu'Alain disait, les gens sont critiques 2 tiers, 1 tiers parce que les élections. On ne peut pas dire aux gens que
la majorité va être pour vos besoins parce que la contrepartie ou l'épouvantail, c'est vous devez aller en élection. C'est pas comme ça que la démocratie fonctionne. Et par rapport à ce que Victor disait, quand il donnait l'exemple d'un gouvernement minoritaire qui doit discuter, négocier un agenda, je veux dire, tu ne décris pas du tout un scénario d'horreur. Au contraire, c'est exactement ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est les partis qui discutent. Il faut se défaire de l'illusion. Il faut arrêter d'avoir l'illusion de la négociation. Il faut avoir parce que la réalité, c'est que lorsqu'un... Non, mais c'est faux. Avec un gouvernement majoritaire. C'est complètement faux. La réalité, c'est que dans un bipartisme comme celui qu'on vit, dans un système parlementaire comme celui qu'on a, la majorité permet à un gouvernement d'avancer. Lorsqu'il n'a pas la majorité, ce n'est pas qu'il négocie chaque sujet, c'est qu'il est obligé de diluer son programme pour être capable de faire plaisir à tout le monde. Rappelez-vous ce que ça a donné l'entente avec le NPD. Pendant des années, on a dilué. Après ça, quand même, ensemble, ils ont réussi à adopter certaines choses. On y reviendra un peu plus tard. Après la pause, je veux comprendre, Alain, pourquoi on fonctionne comme ça au pays, puis pourquoi on n'a pas ça, des gouvernements de coalition dans notre système parlementaire qu'on a actuellement. Un gouvernement majoritaire est-il vraiment l'avantage de la population? C'est la question du débat ce soir. Allez répondre, on poursuit ça au retour. Je rappelle notre question ce soir. Est-ce que vous êtes... un gouvernement majoritaire est-il vraiment à l'avantage de la population? Allez répondre, commenter également là-dessus. Avant la pause, je te demandais pourquoi, parce que ça reste que c'est quelque chose qu'on entend à chaque fois qu'on a un gouvernement minoritaire qui doit essayer de faire passer quelque chose, qui doit être en train de discuter avec d'autres partis. On se dit, mais le mot coalition qui revient, et ça semble plaire à une partie de la population. Pourquoi ça ne fonctionne pas chez nous? Ça donne l'impression aux gens qui se parlent entre eux puis ils discutent dans l'intérêt de tous. Mais dans un système bipartiste comme on a là, celui qui a le pouvoir, c'est le dernier. Donc, dans le cas présent avec Mark Carney, qui a la balance de pouvoir et qui peut négocier ce qu'il veut. Dans le cas qui est là, Mark Carney, s'il était arrêté à 171 votes, celle qui aurait eu la balance de pouvoir, c'est Elisabeth May, à un siège du Parti vert, qui aurait pu négocier à chaque vote de confiance ce qu'elle voulait pour maintenir le gouvernement en place. Donc, le Parti conservateur qui est à 35-40 le Bloc québécois qui a une vingtaine de députés, le NPD qui en a 6-7, aurait moins de poids démocratiquement dans l'appareil gouvernemental avec un système bipartiste qui est là. Et c'est là que je voulais juste faire la mention tantôt avec des élections proportionnelles, qui est un autre système complètement différent, où là, il y a des négociations tout le monde ensemble. Donc, c'est notre système électoral qui ne permet pas d'avoir la bonne représentation avec des coalitions. Oui, parce que des coalitions, ça se fait ailleurs dans le monde. Il y a des gouvernements, on pense, par exemple, en Allemagne, ça fonctionne pratiquement toujours sous forme de coalition. Des coalitions avec une division du pouvoir exécutif et législatif qui est bien différente de la nôtre aussi. La question, c'est pas nécessairement est-ce qu'on doit changer le système électoral. On sait depuis longtemps que le proportionnel a sa place au Canada et qu'on devrait s'enligner vers ça, sauf que les partis le font jamais. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un parti est au pouvoir, la proportionnelle lui coûterait le pouvoir. Donc, ultimement, on a vu les ça partis... veut dire que l'envie du pouvoir. Et d'ailleurs, même les gouvernements minoritaires n'ont jamais réussi à amener ce genre de réforme. Et pour moi, c'est une démonstration supplémentaire du fait que, aussi bien, on peut vivre dans l'illusion que le minoritaire amène des solutions. La réalité, c'est essayer de me donner des résultats du minoritaire dernièrement qui sont concrets à long terme. Je suis désolé, il n'y en a pas une tonne. Une fortune. Mais le minoritaire peut quand même amener des choses concrètes. Puis c'est pas vrai que de gouverner dans un certain chaos, d'être obligé d'aller chercher des consensus, moi, je trouve ça quand même intéressant. Parce que la question, ce soir, c'est est-ce que ça sert les citoyens? Exact. Et moi, j'ai l'impression qu'en étant minoritaire, bien, ça sert mieux les citoyens parce que ça représente plus de gens que majoritaire. Et j'ai même envie de rajouter à ce que Maud dit, parce que la question ce soir, il faut se rappeler, est-ce que la majorité est à l'avantage de la population? On n'est pas en train de défendre qu'un gouvernement minoritaire est plus favorable. C'est que là, on est dans un contexte où le Parti libéral du Canada vient d'obtenir une majorité. Et surtout, rappelons-nous comment il a obtenu cette majorité. Tu l'as très bien dit dans ton intro, Michel. On parle de, en gros, beaucoup plus de transfuges dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Donc, ce qui illustre encore plus que ces personnes-là, ces députés, n'y vont pas par conviction, n'y vont même pas par besoin de leurs électeurs, des citoyens. Ils vont beaucoup plus par idéologie et stratégie politique pour obtenir cette majorité-là. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que la majorité... Les transfuges sont la démonstration que le gouvernement majoritaire est nécessaire au bien des Canadiens, au point où il y a des députés qui, pour le bien de leurs citoyens, ont décidé de s'en aller avec le gouvernement parce que, justement, ils savent que pour leurs citoyens, la meilleure chose à avoir, c'est un gouvernement majoritaire. D'ailleurs, il n'y en a aucun qui a un poste honorifique. Tout aussi bien pour leurs citoyens qu'ils sont devenus transfuges sans consulter
leurs citoyens, sans consulter les électeurs qui les ont élus dans ces places-là. Donc, ces personnes-là, ces transfuges dont on parle, qui ont rejoint le Parti libéral du Canada dans les derniers mois, ont beaucoup plus mis de l'avant le chef, le leadership de Mark Carney. Donc, pour illustrer encore plus qu'on est là dans une stratégie, dans un jeu d'échiquier politique, beaucoup plus pour aller atteindre et faire avancer des projets qui ne sont pas nécessairement dans l'intérêt de toute la population. Est-ce que cette majorité qu'a obtenue ce soir Mark Carney, grâce, tu l'as rappelé, on va le rappeler encore, à ces 5 transfuges, est-ce que c'est une majorité qui a la même valeur ou pas? Bien, moi, je trouve pas parce que c'est en cours de route. En plus, on l'a dit, oui, c'est historique, OK, mais c'est en cours de route. Donc, moi, je trouve que ça n'a pas la même valeur. Je vais vous donner un dossier important. Regardons le dossier de la gestion de l'offre. Oui. Un gouvernement minoritaire est obligé de négocier avec les oppositions de la question de la gestion de l'offre, alors qu'un gouvernement majoritaire dirigé par Mark Carney s'est déjà engagé à respecter la gestion de l'offre. Ce sont des centaines de dossiers dans lesquels un gouvernement majoritaire a justement la possibilité de maintenir ses promesses. Et ça, pour la population, ça leur donne non seulement de la prévisibilité, mais ça permet à la population de savoir que ce pourquoi ils ont majoritairement dans notre système voté, parce que dans notre système, ils ont majoritairement voté pour ça, ce sera respecté. Ah, Victor choisit très bien ces exemples, mais il faut aussi rappeler qu'un gouvernement majoritaire... Ils sont très bons. C'est pourquoi je viens de lui donner un compliment. Il choisit très bien ces exemples, mais je veux juste illustrer qu'un gouvernement majoritaire veut aussi faire passer des projets qui sont à son sens, encore une fois, qui confortent son idéologie et sa stratégie politique, qui ne sont pas non seulement pas ce que dans l'intérêt de la population, mais que la population n'a pas voté pour. Déborah, il a été élu majoritaire. Quand il est là, il est élu sur un programme. Non, mais oublions Mark Carney, ça c'est un cas. Mais le gouvernement qui est majoritaire a été élu démocratiquement dans un système dans lequel on vote tous. Donc c'est normal qu'il prenne son programme. S'il ne ferait pas son programme, on lui reprochait de ne pas faire ce qu'il a dit. Donc c'est tout à fait logique. La seule différence, c'est qu'en étant majoritaire, il n'est pas obligé de négocier à la pièce et de répondre à des menaces de faire tomber le gouvernement à chaque fois qu'il y a un vote de confiance. Et on a vu ce que ça a donné avec la clause dérogatoire, entre autres, en Ontario et au Québec, Michel. Donc, quand ce serait moins utilisé dans un cas de gouvernement minoritaire, parce que quand mes collègues disent qu'un gouvernement minoritaire ne serait pas obligé majoritaire, ne serait pas obligé de négocier avec les autres partis, on voit bien ce que ça a donné. Combien de fois certains gouvernements au Canada dans les dernières années ont eu recours à la clause dérogatoire parce que, justement, ils peuvent le faire parce qu'ils sont majoritaires. Et ça annule plein de choses. On prend l'exemple le programme d'assurance dentaire. Oui. On n'aurait pas ça s'il n'y avait pas eu ce gouvernement minoritaire, selon toi? Bien, effectivement, parce que là, encore là, c'est des pourparlers, c'est ce que d'autres veulent, ils sont obligés de s'entendre. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que toutes les voix... Oui, c'est ça, toutes les voix sont entendues. Il faut quand même rappeler qu'il y avait une assurance dentaire dans le programme des libéraux à plusieurs reprises, une assurance médicaments également qui ne s'est pas réalisée. Il faut aussi se dire que combien ça a coûté, cette fameuse minorité-là, combien ça a coûté au gouvernement de Justin Trudeau de garder le pouvoir 1 an ou 2 ans de plus. Et ça, je pense que tu en as témoigné. Tous les gouvernements minoritaires ont coûté des milliards aux citoyens parce qu'ils ont été obligés d'acheter leur vote à chacun des votes de confiance à coût de milliards pour plaire ou expliquons aux gens qu'acheter le vote, ça veut juste dire de s'entendre. Tout est un programme. Mais c'est une promesse qui a été glissée au établi. J'entends ces mots-là, puis je vois des gens qui ont les cheveux qui frisent à la maison. Là, je pratiquais mes clips de 30 secondes quand j'étais à la Chambre des communes pour aller direct. Là. Heureusement, il y avait des journalistes pour les analyser. Dans le sens qu'à chaque fois, ils sont obligés de négocier, puis ces promesses-là qu'ils font pour acheter ce vote de confiance, bien, ils coûtent de l'argent. Puis cet argent-là, elle ne tombe pas des arbres. Ça fait qu'on a créé des déficits. Puis si on pose la question aux gens, est-ce qu'on veut des déficits ou on n'en veut pas? Bien, je pense que là, il n'y avait pas le choix. Sinon, bien, il tombait le gouvernement, puis on tombait en élection. Ça coûtait un demi-milliard et on continuait comme ça la même roue. Commentaire de Sylvain pour aller à la pause. Il dit « Je préfère de loin un gouvernement minoritaire, surtout car c'est ce que les électeurs ont choisi. Carney a actuellement tous les leviers et n'a rien réglé contre Trump comme promis. » Alors, c'est le commentaire de Sylvain. On s'arrête quelques minutes, attendre une pause. Au retour, on aura d'autres commentaires. Et on verra si l'aiguille a bougé ce soir. Alors, un gouvernement majoritaire, est-ce que c'est vraiment à l'avantage de la population? On va aller aux commentaires. Jocelyne qui nous dit, en général, non. Mais dans le contexte politico-économique actuel, un gouvernement majoritaire dirigé par un économiste chevronné me semble un atout important. Intéressant. Louisa nous dit non. Un gouvernement majoritaire n'est pas une bonne chose pour les citoyens, surtout quand la majorité se fait avec des transfuges. Et Gilles nous dit oui, mais à condition qu'il réalise avec rigueur et honnêteté les promesses électorales qu'il a portées au pouvoir.
C'est beaucoup, là. Non, mais les gens se font élire avec des promesses, puis on a l'impression parfois, comme citoyens, on n'a pas de temps pour les oublier. Et ça, c'est une mauvaise perception parce que les observatoires le démontrent. Tous les gouvernements ont plus de 80 de leurs promesses qui sont réalisées. Et ça, c'est tout parti confondu dans les dernières années. Donc, cette perception qu'ils ne réalisent pas leurs promesses, elle est fausse. C'est important de le dire. C'est une perception. Puis c'est confirmé là, de tous les gouvernements provinciaux comme fédéral. Tous les niveaux. Moi, je trouve que je reviens à la question principale au début du débat, ce qu'on se disait, la force de la démocratie, pour moi, c'est que toutes les voix sont entendues et qu'il y ait plus de consensus, comme ça se fait, entre autres, en Europe. Là, bon, là, il y a la façon de faire. C'est différent. Oui, mais, ça, peut-être, justement, il va falloir y penser de changer à un moment donné. Moi, je reste encore sur l'idée que c'est un outil, la majorité, c'est pas mauvais en soi, ça reste un outil de gouvernance, de gestion interne et surtout une stratégie pour atteindre une idéologie politique. Donc, ce n'est pas, encore une fois, une façon de répondre aux besoins de toute la population parce que ce n'est pas toute la population qui nous a donné la majorité. Donc, ça suit cette logique-là. Bon, et on pense, parce qu'historiquement, il y a des crises à gérer parfois. Est-ce que ça se gère, une crise à plusieurs? L'histoire nous a démontré que non. Hein. Les Belges ont, par exemple, pas pu mettre en place certaines mesures sanitaires à cause des minorités. La France, en ce moment, vit un enjeu budgétaire important. La lutte à l'inflation au Portugal. Il y a plusieurs exemples récents où les minorités ont bloqué, justement, des avancements. Et notamment, vous demanderez aux Français ce qu'ils en pensent, qui sont, en ce moment, bloqués dans une situation jamais vue où est-ce que les gouvernements minoritaires sont incapables de s'entendre. Puis je peux vous confirmer qu'avec Justin Trudeau, c'était pas du NPD, là, avec toutes ces promesses qui ont coûté une fortune. C'était dysfonctionnel, le Parlement canadien, avec un gouvernement minoritaire. Oui, mais on se souviendra pendant la pandémie, en tout cas du côté de Québec, il y a les partis d'opposition qui avaient l'impression de servir à rien. Dans une crise, ça prend quelqu'un qui dirige. Il y a un vieux dicton qui dit que seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. OK, rapidement, allons voir ensemble les résultats. En début d'émission, c'était 33 pour le oui, 67 pour le non. On termine ça comment ce soir? Ça s'est resserré, 52 pour le oui, 48 pour le non. Une légère majorité. Ça passait de bord, Une légère majorité. Ça passait de l'autre bord, t'as raison. Et d'ailleurs, c'est Alain le choix du public ce soir pour les meilleurs arguments. Il va falloir faire un débat à un moment donné sur notre proportionnel ou pas. OK, passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.